Bonjour. Ça marche? Ouais. Donc on va vous présenter une conférence qui est née de nombreuses discussions avec Benjamin, de transformation, d'intervention. Sur les transformations agiles en particulier, mais c'est valable pour beaucoup de supports et de processus. L'enjeu majeur d'une transformation agile, ce n'est pas l'agilité, c'est la transformation. Donc on va vous expliquer ça pendant les 45 prochaines minutes. Ouais. Tu sais quoi, tu te mets de l'autre côté? Je mets de l'autre côté. Ouais, comme ça on fait de la... Bonjour. Bonjour. Ah, merci, on va y aller. Voilà, oui. Allez, on est chaud. Merci à tout le monde, merci à tous les sponsors, sans quoi il n'y a pas de sponsors et forcément il n'y a pas d'événement. Merci à tous les orateurs et surtout à nous deux, évidemment. Merci à tout le public et surtout à vous qui êtes là. Voilà, en plus ça nous fait très chaud au cœur d'être à Grenoble parce qu'il fait froid. Et comme nous, on vient d'un pays où il fait un peu plus chaud, ça va. J'ai eu ma famille, là il fait 25 à Toulouse. Allez, en avance, qui on est? Alors merci aussi aux organisateurs, je n'en vois pas ici. Oh, je vois pas bien, mais je vois pas de gilets jaunes. Si, merci. Merci du confort que vous nous procurez pour partager tout ça. Donc on va se présenter, même si depuis cette photo j'ai beaucoup vieilli, c'est moi en haut. Donc moi je m'appelle Laurent. On a fait cette frise parce qu'avec Benjamin on a un peu le même parcours avec des timings un peu différents. Moi j'ai commencé par faire du développement informatique, puis de la gestion de projet, de la direction de projet, donc développement, chefferie de projet au départ chez IBM. Puis quand j'ai découvert la gestion de projet chez IBM, à cette époque j'étais plutôt un perroquet, dis ça aux clients, dis ça aux équipes, et fait des fichiers Excel. Je me suis dit, bon, moi, c'est pas trop ça que j'ai envie de faire. Donc j'ai suivi un ami qui est parti dans une PME 30 personnes, et il a fallu que j'explique à ma famille que je partais d'IBM pour une PME 30 personnes qui avait 2 ans. Ça m'a pris 1 an. Et là, après, j'ai fait du pilotage projet, la direction de projet. En 2010, j'ai découvert l'agilité, et j'ai vécu la transition moi, en tant que chef de projet, c'est-à-dire que j'étais plus invité nulle part. Donc c'est intéressant de le vivre avant de l'accompagner. Et puis ensuite, j'ai repris mes études il y a 11 ans, voilà, pour devenir coach. Parce que moi, ce que je voulais, c'était accompagner, au départ, c'était accompagner les managers. Parce que quand j'y étais, je me suis senti tout seul. C'est quelqu'un qui disait hier, c'est Simon, je crois, qui disait on a le sentiment de prendre des décisions tout seul, on ne peut pas tout partager avec tout le monde, on a les fournisseurs, les partenaires, les collaborateurs, tout un écosystème qui nous demande et qui attend de nous des tas de choses. Et moi, je me suis senti un peu seul. Et ma hiérarchie m'accompagnait à faire comme eux. Et des fois, c'était bien, et des fois, je n'étais pas vraiment en phase. Et donc, je voulais être une personne extérieure à l'entreprise pour pouvoir accompagner tous ces gens au départ. Et puis maintenant, on s'est spécialisé dans les transformations. Ouais, je peux me présenter, effectivement, on a un parcours assez similaire. Moi, le trou noir au début, c'est les études. Les années redoublées et les parcours déviés. Développeur, rapidement, en fait... alors je suis assez, ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas vont me connaître, mais je suis assez... moi, en fait, je me faisais chier devant un ordinateur parce que je lui disais des trucs et il répondait toujours les mêmes choses. C'était pas très stimulant. Et puis là, j'avais des chefs qui me disaient, si tu veux être stimulé, surtout financièrement en France, faut être chef. Alors j'ai été chef de projet. Et ça, c'était vachement stimulant. Au-delà de l'argent, c'est que les gens, en fait, ils font pas du tout ce qu'on leur demande. Et ça, c'était vachement rigolo. Vachement rigolo, chef de projet, directeur de projet, puis là c'était plus du tout rigolo parce qu'en fait avec mes équipes c'était génial, mais j'étais dans une SS2I, mais par contre le reste là c'était pas du tout génial. Gros conflit de valeurs, gros trou noir en 2016 et je bascule dans le coaching agile. Coach agile, l'agilité je connaissais depuis 2008, je la mettais en place. J'avais la chance d'intervenir dans l'automobile. J'avais les utilisateurs au rez-de-chaussée, nous on était au premier. Donc en fait on développait, on mettait en prod et on allait voir nos utilisateurs. Dit ouais c'est bien, non ça c'est pas bien. Ok, on remontait, on développait, on faisait 3 à 4 livraisons par jour.
Donc l'agilité, c'était chouette, je la mettais en place. Par contre, le coaching, je ne connaissais pas du tout. Et je suis arrivé, et à la troisième personne qui pleurait devant moi parce qu'elle était chef de projet, qu'elle était paumée, je me suis dit, ok, peut-être que le mot coach devant Agile, je l'ai un peu sous-estimé, je vais aller voir ce que c'est. Donc 2016, pareil, DU de Coaching Pro. Donc on est arrivé dans nos premières missions d'accompagnement, ce qui ressemblait plus au déploiement de l'agilité. Peu importe le moment où on arrive, hein, c'est soit au démarrage, soit ils ont déjà essayé. On arrive, alors évidemment vous l'avez compris, hein, ce n'est pas une photo de l'entreprise dans laquelle quand on est arrivé, ce n'était pas vraiment comme ça. Merci ChatGPT. Mais c'est un peu comme ça qu'on l'a vécu. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce qu'est Cargo Cult, mais ceux qui ne connaissent pas peuvent aller regarder. On voyait des gens qui voulaient bien faire, à qui on a dit bah, maintenant, il faut être agile. On a un plan de transformation sur 6 mois. Dans 6 mois, on est agile et puis on est bon. Et donc, on voyait des gens faire tout ce qu'ils pouvaient pour reproduire ce qu'ils avaient compris de l'agilité et surtout ce qu'ils avaient vu. Donc, ils avaient vu des gens avec des post-it, avec des feutres, avec des réunions qui sont ritualisées, et ça ressemblait quand même beaucoup à du théâtre. Et bon, on peut pas... Enfin, je veux dire, c'est pas mal, hein, ou bien il n'y a pas de jugement derrière ça, mais nous, c'est ce qu'on a constaté. Et donc, on s'est dit, OK, il y a quand même une différence entre déployer l'agilité et vraiment tirer les bénéfices, parce que c'est ça l'intérêt de l'agilité, c'est un processus, hein, c'est pas un objectif. Et donc, ce qu'on veut, c'est tirer un maximum de bénéfices de la démarche. Voilà. Et donc, on s'est dit, bon, bah... Un peu comme Benjamin le disait pour le coaching, le mot coach avant agile, il a fallu se former. Nous, on a passé quand même pas mal de mois, voire une année entière, à se former au coaching d'organisation, parce que c'est vraiment ça l'enjeu. C'est d'accompagner les gens à tirer des bénéfices de l'agilité, c'est pas du déploiement. Ouais, pour ajouter un mot, ce qui manque, enfin moi la question, et nous avec Laurent quand on intervient dans les organisations, la question qu'on pose c'est pourquoi vous voulez mettre de l'agilité? Ça sert à quoi? L'agilité, c'est un outil. Et des fois, il y a des réponses plus ou moins évasives et plus ou moins pertinentes. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est comprendre le sens. Parce que nous, êtres humains, en fait, on va faire les choses la plupart du temps si on comprend pourquoi elle est faite et à quoi ça sert, à quoi on contribue. En fait, c'est ce qui nous manquait là-dedans de plus en plus ces dernières années. C'était le sens de ce qu'on faisait et surtout le sens de ce que faisait l'organisation avec l'agilité. La conférence, on va très peu parler d'agilité, voire pas du tout, et on va parler de transformation. On va déjà aller chercher le sens de pourquoi il faut se transformer. Clairement, si on n'a pas à se transformer, on ne va pas se transformer. Et ça, c'est valable pour l'individu, pour une organisation. En fait, ce qu'on va dérouler, c'est valable pour n'importe quel type de système, et l'être humain individuel est déjà un système à lui-même. Donc le pourquoi, le comment et quelques ingrédients après de transformation. Donc on va commencer par le pourquoi. Il y a un certain nombre d'années maintenant, c'était la pensée linéaire qui prédominait, c'est-à-dire qu'on avait une problématique ou un objectif, on faisait un plan sur plusieurs mois, plusieurs années, on le déroulait et on y arrivait. C'était valable même, comme disait Benjamin, au niveau individuel. Hein. Moi, mes parents, en fait, ils avaient un plan de carrière, démissionner, changer de boulot. C'était vraiment un événement de la vie qui était catastrophique, quoi. Donc nous, quand on a commencé à changer de travail, culturellement, c'était assez difficile à accepter pour tout le monde. Bon, là, c'est pareil, en fait. On voit bien que les entreprises, ils ont des fois des cahiers d'exigence de 1000 pages. Ils demandent aux développeurs combien de jours il faudrait pour le faire. 63 505, ok, on en fait un contrat et on part. Ça, c'est la pensée linéaire. Et après, tous les jours du projet, on vérifie de combien on est en retard et de combien ça va nous coûter. Et on réestime sans arrêt et on voit bien que ça ne marche plus. Maintenant, on va plutôt vers une pensée circulaire. Voilà, ce qui correspond au principe de l'agilité. Pourquoi? Parce qu'on évolue dans un monde d'une complexité de plus en plus importante. On est sur des marchés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a des startups qui pop partout, qui apportent de la valeur, qui sont très agiles pour le coup, et qui vont plus vite que les grandes entreprises, qui ont des difficultés aussi à suivre le rythme. Donc il faut sans arrêt pouvoir s'adapter à des nouvelles informations, des informations incomplètes, des informations incertaines. Et donc, voilà. Et donc, aujourd'hui, on parle d'organismes vivants, comme le disait Benjamin, individuellement, mais collectivement. Une organisation, c'est un système vivant, avec un système immunitaire. Donc, il y a des endroits qu'on appuie que ça fait mal.
Le système réagit. Et il va falloir s'adapter continuellement. On peut plus se baser sur les événements du passé pour prédire l'avenir de manière linéaire. Ouais, un autre schéma, moi j'aime bien les schémas. Est-ce que c'est nécessaire de changer? Donc se transformer, si on se transforme d'un état à un autre. Pourquoi on parle de transformation? Moi au début je parlais d'évolution beaucoup. Parce qu'à un moment donné, dans une entreprise ou dans une organisation ou dans un système, il y a des changements qui arrivent. Alors, je te laisserai parler après sur le changement, mais il y a des choses qui arrivent et que juste l'évolution ne suffit pas. Il faut que je transforme aussi les choses. Il y a une situation actuelle qu'on connaît tous. Je ne sais pas, je suis marié ou j'ai un travail ou peu importe. Cette situation actuelle, j'ai des bénéfices. Il y a des choses que j'apprécie dans cette situation. Mais j'ai aussi des inconvénients. Il y a des choses qui ne vont pas. Et puis, il y a des enjeux internes. Alors, je vais prendre une organisation plutôt que ma vie. J'ai une organisation et j'ai des enjeux internes et des enjeux. J'ai une culture et du développement humain qui poussent. J'ai des gens, en fait, qui vivent à l'extérieur de mon organisation et qui, tous les matins, viennent dans mon organisation. Et qui poussent d'un côté, qui poussent de l'autre, qui ont des avis, qui ont des convictions, qui n'ont pas envie, etc., etc. J'ai aussi des enjeux d'excellence opérationnelle. Parce que en fait, le process de la manière dont on construisait nos produits, il faut le faire évoluer, il faut aller chercher l'excellence, il faut optimiser, il faut aller chercher la performance, etc., etc. Parce qu'une entreprise, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, à un moment donné, elle est là aussi pour survivre et donc faire de l'argent, etc., etc. Donc il y a ces enjeux internes qui poussent, ou qui tirent, peu importe. Et puis il y a des enjeux externes. Je vais chercher à être prospère, durablement. Donc là, et d'autant plus aujourd'hui, on a ces contextes-là de durabilité. Et puis il y a de l'expérience client. Il y a des clients qui vont préférer mon produit, ou qui vont utiliser mon produit et qui, à un moment donné, vont préférer d'autres produits, etc. Donc, il y a tous ces enjeux qui tirent, qui poussent, etc., qui fait que la situation actuelle me convient, avec ses avantages et ses inconvénients. Et à un moment donné, je vais me dire, peut-être qu'il faut que je change. Et je vais aller chercher une situation désirée. Et là, j'ai des espoirs. Il y a des choses qui vont mieux aller. Et puis, je vais avoir des doutes. Est-ce que ça, je vais pouvoir encore continuer à le faire, à l'avoir, etc. Et puis, il y a quelque chose de vraiment non négligeable, c'est l'effort de changement. Lui, il a un coût. Ça va coûter de changer. Je ne peux pas changer en claquant des doigts. Je ne suis pas une machine. C'est une organisation vivante, donc il y a ce coût de changement. Un des exemples aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. La situation désirée des entreprises aujourd'hui, c'est de faire des états sûrement des économies de coûts, d'aller plus loin, d'être plus compétitif grâce à l'intelligence artificielle. Et donc nous, ce qu'on constate aussi, c'est ce qui est en train d'être mesuré, c'est l'effort de changement. Ils prennent beaucoup de formations, il y a beaucoup d'audits et d'état des lieux de situation, mais par contre, quand il faut passer à la mise en place, à l'industrialisation, à le réaménagement de toutes les tâches, on voit bien que c'est un frein. Quand parle-t-on de transformation ? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un changement, on ne peut pas considérer non plus que c'est une transformation. Une transformation, c'est quelque chose de profond qui a un coût bien plus élevé qu'un ajustement. Donc on s'est basé sur les travaux d'Hudson, sur les phases de l'expérience du changement de l'adulte. Donc ça s'adapte à une personne et ça s'adapte aussi à une organisation ou à une équipe, puisque c'est un système vivant. En fait, ce qu'il décrit, c'est une pensée cyclique. On le voit, on peut partir d'un nouveau départ pour une transformation agile, par exemple. C'est une entreprise qui se dit, alors pour des raisons, nous, quand on arrive, qu'on ne comprend pas forcément et qu'on va chercher, il faut qu'on soit agile. Bon, sous-entendu, il faut qu'on tire des bénéfices de l'agilité pour des tas de raisons qu'on creuse. Ça génère une énergie très haute. C'est ce qu'on appelle le nouveau départ. Là, on s'engage dans du changement, l'énergie est haute, on va mettre en place Scrum, on va mettre en place des équipes avec des PO, des Scrum Masters, ça va être super. Très enthousiasme, beaucoup d'enthousiasme. Ça, c'est la première phase. Ensuite, c'est en place et arrivent les premiers accros. C'est ce qui est décrit par le marasme. Donc là, on se dit, oui, mais moi, j'ai quand même besoin de savoir quand est-ce qu'on va finir le produit. Avant, on me disait janvier 2028, c'était bien, je pouvais le dire aux clients. Là, maintenant, on ne peut plus. Enfin, en tout cas, ils ne veulent plus, je ne sais pas, on me dit qu'ils sont en autogestion. Bon.
Et en fait, c'est une première phase de désynchronisation entre l'ancien monde, les habitudes et les bénéfices qu'on tirait de l'ancien système qu'on n'a plus. Et qu'on a du mal à remplacer par les nouveaux bénéfices parce que ça nécessite plus que juste des adaptations de process. Donc là, il y a deux solutions qu'on a à ce moment-là. Soit on fait des ajustements, on se dit c'est pas grave, on va leur demander de réestimer, on va faire des restes à faire, les Scrum Masters vont commencer à centraliser des informations, ils vont nous reproduire des estimations. Et en fait, ça, c'est une adaptation de l'ancien système. Donc c'est un ajustement. À ce stade-là, on ne s'est pas transformé. Et on repart là-bas. OK, on a produit des ajustements, c'est super. Allez, c'est reparti. Hop, et on continue. La transformation, elle s'opère quand on a fait souvent un ou plusieurs ajustements et qu'on se dit, non, mais en fait, soit un certain nombre de gens arrivent à convaincre toute l'organisation que finalement on reproduit la même chose avec des déguisements. Hein. C'était le premier slide, et les gens qui essayent et puis finalement, ils n'y arrivent pas. Et s'ils sont vraiment convaincus qu'il y a d'énormes bénéfices à tirer d'une démarche plus agile, ben là, on va basculer dans une énergie plus basse où on va remettre en question vraiment tout le système. Ça veut dire que le coût dont parlait Benjamin, il est évalué à ce moment-là. OK, qu'est-ce que ça nous coûte vraiment de changer la façon dont on fait notre logiciel, par exemple, de mettre le paquet sur la qualité? Qu'est-ce que ça nous coûte vraiment d'abandonner les estimations long terme et la pensée linéaire? Et ensuite, là, souvent, il y a un changement culturel qui s'opère, mais c'est plutôt silencieux. Et on prépare après le changement. Et là, c'est une vraie transformation. Et chaque étape est nécessaire, forcément. Donc, Hudson fait le parallèle avec les saisons, en fait. L'été, l'automne, l'hiver, donc c'est l'hibernation, c'est vraiment silencieux. On réfléchit, on restructure, on fait le deuil aussi d'anciens bénéfices, surtout, plus que d'anciens processus. Et le printemps, en fait, on fait émerger une nouvelle culture. Ouais, je peux faire le parallèle, moi, avec une de mes passions qui est le jardinage au sens large. Où, moi, je suis petit-fils de paysan et j'ai les mains dans la terre tout le temps, ou tout le temps quand je suis chez moi. Et on le voit, si vous avez cette passion-là, si vous avez un jardin, si vous plantez des arbres ou n'importe quoi d'autre, des fleurs, en fait, on ne peut pas rester en haut. Il faut que ça passe par en bas. Il faut qu'un arbre il ait un cycle, en fait, l'hiver, où il n'y a rien qui se passe. Alors ça, moi, je croyais au début qu'il n'y avait rien qui se passait l'hiver, mais en fait, pas du tout. L'arbre, l'hiver, il fait ses racines, et il descend ses racines dans le sol. Et il y a quelque chose que j'ai appris aussi en jardinant et avec mon grand-père, c'est qu'un arbre n'ira jamais aussi haut qu'il a les racines profondes. Enfin bon, vous avez compris l'analogie. C'est-à-dire que si l'arbre ne passe pas des phases d'hiver de dormance avec des racines qui descendent, ben, il ne pourra pas pousser haut. Donc en fait, il a besoin de ces phases-là pour se régénérer et de la préparation avec le printemps, pour mettre de l'énergie et lancer les premiers bourgeons. Pour lui, c'est une énergie folle de lancer les premiers bourgeons, et puis après l'été, etc. Voilà. Je peux faire le parallèle et qu'on a tous connu et qui va vous faire rire ou pas. Je suis désolé. Le lancement, on l'a tous connu. L'énergie ouais, allez, on y va. Les nouveaux rôles. Toi, t'es quoi? PO, ouais, génial. Toi, t'es SM, ouais. Non, alors je préfère Scrum Master que SM. J'ai pas de fouet. Toi, Jira, ouais, c'est génial. Tout le monde l'utilise. Les nouvelles réunions, non, on va appeler ça des rituels. Ouais, c'est encore mieux. Allez, on y va. Et puis, à un moment donné, ah, mais ça ne marche pas comme on croyait. On croyait que ça allait tout marcher. On aimerait bien que vos estimations elles soient un petit peu plus engageantes, en fait. Quand vous nous dites novembre, on aimerait bien que ce soit novembre, quoi, que ça ne décale pas. Tiens, d'ailleurs, on va mettre des KPI ou des OKR, peu importe, c'est juste les lettres qui changent, mais ça va être des objectifs maintenant. En fait, il faut atteindre ces objectifs-là. Les roadmaps, vous les faites, mais ça ne nous convient pas bien, on va vous les donner, les roadmaps, et vous allez les exécuter. Les équipes, là, il y a une équipe qui est en galère, donc en fait, on va vous enlever les meilleurs de votre équipe et on va les mettre dans l'équipe qui est en galère parce qu'il faut aller les sauver, le soldat Ryan. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a deux possibilités, et comme le disait Laurent tout à l'heure, on a souvent le cas de l'ajustement du cycle en V, avec le fameux mode hybride. Ben, je vais faire un peu des deux. C'est bien un peu des deux. Ouais, c'est bien si on prend le bon côté des deux, mais la plupart du temps, c'est le mauvais côté des deux qui apparaît. Et donc, du coup, il y a le côté théâtre de l'agilité,
ce que tu disais tout à l'heure, le cargo culte. Et puis, il y a le cycle en V avec plein de choses qu'on n'aime pas. Donc, on fait des ajustements comme ça et ça se durcit, ça se tend et on tombe sur des situations qui ne sont pas géniales. Quand on rentre et dans une phase de transformation, il va y avoir un moment qui va être très difficile. Parce que là, on est dans le doute, on ne sait pas vers où on va, mais on y va. On s'est engagé sur le chemin, mais on ne sait pas lequel. Et puis après, il y a cette phase de préparation de OK, on a passé la partie difficile, maintenant, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Comment on peut imaginer? Et là, on va partir sur des choses qui font sens sur la transformation, la vision, le sens de la transformation, la culture, les comportements. On va revisiter les comportements et on va s'autoriser des expérimentations. Moi, j'ai un exemple d'accompagnement d'une PME, d'une 60aine de personnes. Ils avaient déjà essayé, donc ils avaient fait une première boucle d'ajustement. Ça ne marchait pas des masses. Puis ils m'ont dit, on n'a pas de Scrum Master, c'est difficile d'en trouver, est-ce que tu veux pas nous filer un coup de main pour relancer un peu la machine? Les gens commençaient à se démotiver alors qu'ils étaient vraiment très contents. Donc ils étaient dans le marasme en fait. Ils avaient déjà subi les premiers effets du « Ah oui, mais c'est plus comme avant, ça ne nous arrange pas ». Et quand je suis arrivé, je commençais à discuter avec l'équipe et je me suis rendu compte qu'il y avait 2-3 personnes, comme disait Mehdi ce matin, en fait, des gens très silencieux, mais qui avaient bien compris l'agilité et ce qu'on pouvait en faire, mais qui ne voulaient pas être Scrum Master, parce qu'ils étaient confrontés au marasme, mais plutôt de la hiérarchie, du pouvoir. Et ils ne voulaient pas se confronter à ça. On a mis en place tout ça, j'ai fait quelques boucles d'ajustement avec eux, parce qu'on ne peut pas se transformer d'un coup, et c'est moi qui ai arrêté la mission. En fait, il y a un driver qui est important, c'est fuir, laisser tomber. Là, on est à la jonction. Soit on arrête, soit on ajuste, soit vraiment on fait un changement. Et moi, j'ai arrêté parce que ils allaient me payer à continuer à faire des ajustements. Donc, je leur ai dit maintenant, si vous voulez aller plus loin et tirer plus de bénéfices, là, ça se passe au niveau des associés, ça se passe au niveau de votre business model. Il faut arrêter de vendre du projet, il faut arrêter de vendre du triangle de fer pour ceux qui connaissent. Tout figer et dégrader la qualité pour pouvoir être au rendez-vous et générer la dette technique et ainsi de suite. Et je suis resté en contact avec eux, j'ai arrêté la mission et 3 ans après, ils s'étaient transformés. Alors des fois ça peut prendre quelques mois, mais eux ça leur a pris 3 ans parce qu'il a fallu s'aligner sur des nouveaux objectifs, sur des roadmaps qui leur ont fait très peur au début. Et maintenant ils tirent beaucoup de bénéfices de l'agilité. Donc on va attaquer le comment. Alors attention, ce n'est pas une recette magique, ce sont des éléments, quelques éléments de conviction qu'on voulait partager avec vous, qu'on a expérimenté pour le meilleur et pour le pire. Voilà, on vous laisse lire. Donc cette représentation, j'en ai cherché d'autres, on a cherché d'autres avec Benjamin parce qu'elle est assez commune et on la voit souvent, mais on n'a pas trouvé mieux pour illustrer la façon dont se compose et s'articule une entreprise. C'est l'exemple de l'arbre, les fruits, c'est les fruits du travail de l'entreprise, donc c'est la valeur qui est délivrée pour les clients, mais aussi pour les collaborateurs, et c'est l'objectif. Ces fruits, ils ne peuvent exister que si on tire de l'eau et des tas d'éléments des racines et s'il y a du soleil. Donc c'est les 2 pôles sur lesquels il faut être tout le temps au clair. Les racines, ça symbolise l'identité. Donc l'identité, c'est la raison d'être, pourquoi on existe. Alors des fois, il faut la réécrire, des fois il y a des acquisitions, des fusions, ça remet en question ça, mais qu'est-ce qui fait qu'on existe et qu'est-ce qui manquerait sans prétention au monde si on n'existait plus? Quelles sont nos missions, nos intentions, nos valeurs? Si on ne s'appuie pas là-dessus, et là, ce n'est pas lié à l'agilité, c'est lié au mécanisme de l'entreprise, ça va créer des dissonances qui vont freiner la valeur délivrée et la valeur produite par l'entreprise. Et en même temps, il faut le soleil. Le soleil, c'est le désir de la mer dans la citation de Saint-Exupéry. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous donne envie, tous les jours, de faire ce chemin avec l'entreprise et de s'engager à produire ces fruits-là.
Alors là, la vision, on ne parle pas d'une vision à 3-5 ans, comme on peut en parler de manière standard, c'est plutôt le rêve, c'est-à-dire la contribution au monde que l'on veut avec ce qu'on produit dans notre entreprise. Donc là, il n'y a pas d'intérêt à absolument mettre en place un plan d'action, une stratégie pour atteindre ce rêve-là. Par contre, c'est ça qui nous guide. Et donc, c'est ça qui est symbolisé par le tronc, c'est les futurs et les visées. Et là, on va parler d'ambition. L'ambition, ça peut être à 2, 3, 5 ans. C'est de se dire, c'est quoi le prochain pas qu'on veut faire pour aller vers notre rêve, pour aller vers la contribution maximale idéale qu'on imagine pour le monde avec notre entreprise. De cette ambition va découler une stratégie. Donc un plan d'action, ok, nous, ce qu'on veut être dans 3-5 ans, et le premier pas vers notre contribution au monde idéal, c'est ça, on aimerait être là. Et c'est pas faire une croissance de 10%, passer de 100 en effectif à 250, ça ne va pas activer le désir. Ça, c'est plutôt la conséquence de ce qu'on va mettre en place. Et la stratégie, c'est le plan d'action pour atteindre ça. Et ensuite, l'organisation. Il y a plein d'endroits où on arrive, en fait, un exec change, un dirigeant change. Première chose qui est créée, pondue, c'est une nouvelle organisation. L'organisation, c'est la façon dont on doit s'organiser pour accomplir la stratégie, pour réaliser notre ambition. Donc c'est cette mécanique permanente. Et ensuite, on met en place des projets, des task force pour réaliser la stratégie et produire les fruits. Ouais, deux messages complémentaires qui sont très importants pour moi. C'est un, l'identité, les racines, l'arbre. Quand il est petit, je peux le déraciner et le replanter ailleurs, ça marche, il va repartir vite. Un arbre adulte, si je fais ça, il y a de grandes chances qu'il meure. Et s'il ne meurt pas, en fait, il va végéter pendant des années. Donc quand on est sur des cas de fusion ou d'absorption d'entités, etc., les gens ils se disent « Ouais, mais on a refait le nouvel organigramme, regarde, on claque des doigts et puis ça marche. » Pas du tout. En fait, fusionner une culture, ça va prendre des années et ça va être extrêmement compliqué. D'autant plus si cette culture-là est vieille. Enfin, vieille, qu'elle a de l'âge. Ouais, vieille, on peut dire vieille. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, il a dit, et j'insiste dessus, en fait, la vision, on ne l'atteint jamais. C'est notre contribution au monde. C'est comment je veux contribuer au monde. L'arbre, il ne touchera jamais le soleil. Mais l'arbre, il a besoin du soleil et il ira toujours, toutes les plantes vont toujours se diriger vers le soleil parce que c'est l'arbre, c'est le soleil qui me donne l'énergie de pousser. Si un arbre, il n'y a pas de soleil, eh ben, il ne pousse pas, il meurt. Si une entreprise, il n'y a pas de vision, elle ne pousse pas, elle meurt ou elle végète, ou il y a des gens qui partent. Donc la vision, c'est vraiment, je ne vais pas l'atteindre. Et ça, nous, notre message, plus ou moins à droite pas, mais dans les entreprises, c'est ouais, on va être le premier du marché. Non, arrêtez tout, ça ne fait rêver personne, sauf le dirigeant. Oui, on veut faire plus 30%. Arrêtez tout, c'est pas du tout une vision, ça. C'est des conséquences, comme tu disais. C'est en quoi ce qu'on produit tous les jours va contribuer à ce qu'on croit de notre monde de demain, etc. etc. C'est ce que Franck disait tout à l'heure. En introduction. Moi, j'ai un exemple pour ça. J'ai un ami qui est devenu dirigeant d'une ESN de 200 personnes. Et il m'a appelé, il m'a dit bah, « Laurent, j'ai besoin de toi pour mon discours d'investiture. Je vais être sur un pupitre, la main sur un texte sacré de l'entreprise. Et je veux donner de l'énergie à l'entreprise pour qu'ils comprennent qui je suis et pourquoi c'est important. » Je dis « Ok, t'en es où ?» Bah, il me dit, voilà, il faut qu'on ait 200, il faut qu'on soit 250 à la fin de l'année, 300. Je dis, bah, je sais pas, tu crois que ça va exciter tout le monde? Tu crois qu'ils vont se mettre debout sur la table et t'applaudir en se disant super, ça vraiment c'est nouveau? Bon, c'est un ami, je peux me permettre. Hein. Et je dis non, mais toi, l'informatique, pourquoi tu es venu dans l'informatique? Qu'est-ce qui te fait penser que c'est là qu'il faut être? Pourquoi tu penses que tu peux contribuer à un monde différent? Moi, je le connais bien, donc je savais que ça allait l'activer. Et il me dit, bah, pour moi, c'est une source de progrès, c'est quelque chose qui va faciliter les échanges, qui va faciliter les relations, qui va apporter des échanges même commerciaux plus fluides, qui va faciliter la vie de tas de gens. Je dis, bah voilà, dis ça. Et ceux qui sont en phase avec toi, ils seront enthousiastes. Et ceux qui ne sont pas en phase avec toi, bah, il y aura du turnover et tu les remplaceras par des gens qui, eux, seront motivés à l'idée de réaliser ça. Par exemple.
comment on mène une transformation? Nous, quand on arrive, on voit une photo, on voit un instant présent, on voit des choses qui se passent, on voit un théâtre ou pas d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas si c'est un théâtre. À nous, quand on arrive, on ne sait pas si c'est du théâtre ou pas du théâtre. Mais l'entreprise, en fait, elle a vécu plein de choses avec des intensités positives, des intensités négatives. Elle a toute une histoire. Et nous, on ne le voit pas. On le découvre et on se dit, tiens, cette culture-là, ah ouais, dis donc, ils sont hyper, je sais pas comment dire, directifs sur les roadmaps ou sur les engagements. Pourquoi? Ça vient d'où? On cherche à mener l'enquête. Un peu. Parce que du coup, qu'est-ce qu'on en fait? Ça nourrit juste notre besoin de comprendre. Mais nous, c'est pas trop ça. Enfin, si, ce que disait Laurent tout à l'heure, c'est qu'il y a un système immunitaire de l'entreprise et si on appuie, nous, assez fort sur un endroit où il y a une intensité négative, là, la courbe qui descend, eh ben, on va se faire rejeter du système. On arrive, il y a des enjeux internes, externes. Nous, notre job, quand on arrive, c'est dans le présent. Qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui? Où est-ce que vous en êtes? C'est quoi les enjeux internes? Culture, développement humain, c'est quoi les enjeux d'excellence opérationnelle? Externe, prospérité durable, expérience client, qu'est-ce que vous voulez faire, etc. On travaille avec eux sur la vision, on travaille avec eux sur les ambitions, la stratégie, etc. On déroule un plan et on y va. C'est ça, non? Oui, c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait, évidemment, c'est ça qui ne se passe pas. Pourquoi? Parce que comme prévu. Tout se passe comme prévu. Bon, eux, ils n'étaient pas au courant, mais nous, on savait que ça n'allait pas se passer comme ça. Pourquoi? Parce que je reprends la pensée complexe d'Edgar Morin avec les 3 marqueurs de la complexité qui sont l'incertitude, l'incomplétude et l'impermanence. Je ne vais pas revenir sur la première slide de la marche du monde. Et évidemment, cette vision, en fait, pas la vision, pardon, la vision, elle ne bouge pas. C'est la stratégie, l'ambition et le plan qu'on avait prévu. Ben, il ne se passe pas comme on avait prévu ou comme ils avaient prévu. Nous, on ne prévoit pas grand-chose. Et du coup, là, par contre, on a une force, nous, c'est qu'on est agile. Donc, on les aide à adapter ce plan et adapter en permanence et à comprendre qu'est-ce qui se passe et à prendre en compte l'incertitude, l'incomplétude, l'impermanence, etc. Ouais, là, ce qu'on voit en fait dans ce schéma, c'est que on n'est pas à l'endroit imaginé, mais par contre, on est sur une trajectoire qui nous rapproche de ce qu'on veut apporter au monde. Et c'est ça qui est important et c'est ça qu'on remet en balance à chaque fois. Alors oui, là, c'est pour différencier les transitions et les changements. Cette conférence, on l'a donnée pour la première fois à Lille. On est parti de Toulouse, il faisait 25 degrés. Non, il faisait 35 degrés. C'était en fin d'été. On est arrivé à Lille, il faisait 23, il pleuvait, il y avait du vent. C'est un changement. On peut parler d'accompagnement au changement. Moi, j'ai juste eu froid, je n'ai pas eu trop le sentiment d'accompagner quoi que ce soit, ou que ça puisse être accompagné. Voilà. Par contre, c'est les transitions. C'est comment on passe du froid à la chaleur et comment nous, on le vit mieux. Moi, j'ai un exemple avec mes enfants, pour ça, qui sont adolescents, qui refusent l'automne. Il y a une période où l'automne, c'est fin septembre. Et fin septembre, des fois, il fait 12 degrés, il pleut. Bah, moi, ils partent en short, en tongs. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils refusent ce changement. Mais c'est l'été. On n'est pas encore le 21 septembre. C'est l'été, je suis en short. OK. Ce qui amène à une réflexion, c'est une résistance au changement. C'est-à-dire qu'on ne l'accepte pas et on continue à faire comme s'il n'y avait pas eu ce changement-là. Et ça, c'est humain et on le fait tous. Pourquoi? Parce que face à un changement, on va imaginer des choses. On imagine, ce qu'on appelle des perceptions. Donc d'un côté, on a les perceptions de perte à changer. Qu'est-ce qu'on va perdre si on change comme on semble obligé de le faire? Et qu'est-ce qu'on gagne? Bon, il se trouve que les pertes gagnent tout le temps pour une raison de survie, déjà. On ne va pas revenir sur nos instincts grégaires, mais la première chose qu'on voit, c'est ça. Et les gains, c'est un pari sur l'avenir. C'est-à-dire potentiellement, ça pourrait arriver. Alors que les pertes, on est sûr que demain, on les a. Donc il y a une notion de temporalité. Si je change, je perds ça de suite. Par contre, on me dit qu'on tirera des bénéfices de tout ça. Ouais, enfin, on verra. Voilà. Et puis surtout, ce n'est pas demain. Donc on est vraiment dans l'imaginaire. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que le système immunitaire de l'entreprise, c'est ça qu'on active.
on va activer des tas de résistances. Les résistances, elles sont individuelles et ça génère aussi des résistances collectives. Des fois, on voit des équipes qui sont contre un certain nombre de changements. Une équipe entière, c'est une entité. Et alors, je peux vous garantir un truc, c'est que si on essaie de produire ce changement coûte que coûte à l'endroit où ça résiste, plus on va pousser fort pour changer, plus ça va résister fort. Le niveau de résistance et l'intensité de résistance est à la hauteur de... Mes enfants ados, ils appellent ça, ils me diraient, papa, t'es un forceur, ou manager, t'es un forceur, faut pas forcer. Voilà. C'est un système unitaire qu'on active. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de sortir des perceptions. C'est pour ça que dans l'agilité, vous savez, on entend parler souvent de quick win. Qu'est-ce qu'on peut faire qui peut produire un succès rapidement? Parce que quand on produit un succès, on est dans des gains. On n'est plus dans des perceptions de gains. Et là, on commence déjà à travailler sur les résistances. Donc il faut sortir des perceptions. Et ça passe par des expérimentations. Si on est sur la pensée linéaire, sur du temps long, on va produire peut-être des gains dans 2 ans. Mais toutes les pertes, c'est tous les jours. Et donc là, c'est très très difficile de faire changer quoi que ce soit. S'il faut être attentif, c'est maintenant. S'il faut retenir un slide, c'est maintenant. C'est que là où on intervient, peu importe notre rôle, peu importe le système, c'est qu'il est organique, c'est qu'il est vivant. Donc s'il est vivant, il y a des choses qui vont se passer que je n'avais pas prévues. Et j'ai beau forcer, comme tu dis, ce que tu veux, ce n'est pas en tirant sur mon arbre qui va pousser plus vite. Et même, je vais planter un arbre et l'année d'après, il va mourir. Et je vais replanter le même arbre au même endroit et l'année d'après, il va mourir, etc., etc. Alors que mon voisin, lui, son arbre, il a un magnifique arbre et il est à quoi? À 30 mètres du mien. Donc en fait, chaque contexte est différent, chaque contexte est organique. Nous, notre job, c'est d'organiser l'organique. J'aime bien jouer un peu avec les mots. C'est d'organiser l'organique, c'est-à-dire que si j'organise trop, c'est mort, c'est gris et ça ne nous plaît pas, c'est pas stimulant, ça ne donne pas envie parce qu'on est juste humain. Par contre, si je laisse mon jardin faire ce qu'il veut, c'est la jungle, c'est la foire, il y a des choses qui vont se passer qui vont être fantastiques et puis il y a d'autres choses en fait auxquelles je ne m'attendais pas évidemment, mais qui ne vont pas me plaire. Donc du coup, ça va être de jongler, d'organiser l'organique. Il y a des trucs qui vont popper dans l'entreprise, des expérimentations, des choses. Ah, c'est génial, je vais le prendre et je vais le mettre en avant. Et puis il y a d'autres trucs sur lesquels je vais m'acharner. Je veux toujours, je veux. Ça fait pas, lâche l'affaire, passe à autre chose. Ouais, l'exemple que j'aime bien, moi, c'est la différence entre Château de Versailles et, vous savez, la résidence secondaire inhabitée depuis des années sur notre lieu de vacances, qui a un jardin, en fait, avec beaucoup de mauvaises herbes, très hautes. On se dit, mais ils viennent jamais tondre, ils viennent jamais entretenir, c'est pas possible. En fait, qu'est-ce qui fait la différence entre le jardin de Versailles et ça? Comment on explique que le jardin de Versailles soit magnifique et que celui-là, voilà. Donc il n'y a pas l'entretien. Si, moi je sais. Ouais. 50 jardiniers. Voilà. Et une vision. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'est dit, ce jardin, moi je le veux comme ça, je l'ai imaginé comme ça, on va mettre ça là, on va faire ça, et on va créer les conditions. Parce que comme disait Benjamin, le même arbre, dans des terres différentes, irrigué différemment et tout ça, il va prendre ou il ne va pas prendre. Donc il va falloir aussi créer ces conditions-là. Et effectivement, c'est beaucoup d'entretien. Ok, maintenant qu'on a ramassé les fruits, qu'est-ce qu'on en fait? Des recettes de cuisine. Alors Maïté... C'est moi Maïté? Pardon pour le dire. Non, c'est moi. Pardon, c'est une impro désagréable. D'autant plus que c'est à moi, c'est une impro désagréable ratée. Ok, quelques ingrédients. Je passe un peu vite sur la slide d'avant. Quelques ingrédients de transformation. Ça, pour nous, c'est des choses qui sont importantes pour nous. On regarde ça, on met de l'énergie là-dessus. Il y a plein d'autres ingrédients, évidemment. Un ingrédient, c'est pas parce que j'ai le bon ingrédient que la recette est réussie ou que j'ai le mauvais ingrédient que la recette est ratée. C'est juste, si j'assemble les bons ingrédients et que je fais les bonnes choses, ça fait une bonne recette. Quelque chose qui nous intéresse avec Laurent, c'est ça, c'est se concentrer sur l'essentiel. Opportunité, stratégie, raison d'être. Nous, notre job, c'est de définir, alors pas nous, hein, l'entreprise, de définir une vision, tout organisme qui se transforme, de définir une vision et d'aller vers cette vision. Mais si je suis trop opportuniste,
ben, je vais être là-haut, en haut à gauche, et je vais aller vers des choses qui ne correspondent pas du tout à ma vision. Ou au contraire, si je suis trop dans la gestion, ben, je suis tout le temps en train de gérer des risques et je ne vais jamais décoller. Donc, c'est ça, c'est un peu l'équilibre, un peu la bande passante de se dire, tiens, est-ce qu'on tente des trucs, mais si on tente cette opportunité-là, est-ce qu'elle nous amène vers la vision? Ou est-ce que finalement, on va partir complètement ailleurs et finalement, tout le monde va s'essouffler? Ou est-ce qu'on est trop en train de gérer des risques et en train de gérer, etc. etc. Ouais, un exemple, on a suivi une formation d'organisation, de coaching d'organisation intégrale. Le formateur a travaillé très longtemps chez Danone pour accompagner la transformation. Et un jour, Mythique, qui était au sommet il y a quelques années de son business, a proposé une association avec Danone. Danone a refusé. Ils auraient pu gagner des centaines de millions d'euros assez facilement. Et en fait, ils ont refusé parce que ça ne correspondait pas à leur trajectoire. Et du coup, ils allaient mettre de l'énergie et des moyens à faire quelque chose qui ne contribuait pas à ce qu'ils voulaient pour le monde. Voilà, c'est un exemple. Donc, la désynchro des transitions. En fait, les transitions, elles sont surtout individuelles. On a probablement tous des pertes individuelles à changer et des gains qu'on imagine plus difficilement. Là, ce qui illustre ce schéma, en fait, c'est que vous voyez, l'énergie du changement, quand elle est haute, ben, en fait, on s'engage dedans et on commence à produire des choses, à expérimenter et à voir le positif et à tirer les bénéfices. Quand on est dans les pertes, l'énergie est très basse et du coup, on engage de l'énergie à résister, c'est-à-dire à être contre-productif et à faire en sorte que le changement n'arrive jamais. Et c'est OK. Hein. Enfin, je veux dire, on fonctionne tous comme ça. Pour n'importe quel changement, on commence par là. Les décideurs qui sont visionnaires, eux, quand ils lancent le changement dans l'entreprise, ça fait déjà un moment qu'ils ont digéré, évalué les pertes, évalué les gains. Donc eux, quand ils lancent le changement, ils sont en haut déjà. Et la première communication pour l'entreprise, c'est la découverte. Bon, ben, les gens, ce qu'ils activent, c'est probablement toutes les pertes. Donc ça crée une désynchronisation dans l'organisation. Et nous, c'est ça qu'on accompagne. C'est les transitions individuelles et collectives vers une énergie de changement. Donc il faut comprendre ce que les gens... souvent d'ailleurs, hein, la perception de perte et la résistance, elle est inconsciente, hein, elle n'est pas tout le temps consciente. Donc c'est un travail aussi qui est très important pour passer dans la zone neutre. La zone neutre, on appelle ça la zone de travail. Quand les gens commencent à avoir un équilibre entre les pertes et les gains, ils disent « Ok, je vais perdre ça ». Par exemple, un chef de projet dans les transformations agiles, bon, moi j'ai vécu, hein, on n'est plus invité nulle part, les projets se transforment en gestion de produits, ils avancent sans nous, on ne sait pas ce qu'ils font, donc il faut trouver une contribution différente. Bon, moi j'ai vu des bénéfices rapidement, c'est moi qui l'ai souhaité, donc c'est super, j'ai pu faire du multi-projet, voir d'autres clients, avoir plusieurs équipes à accompagner, c'est super, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et donc il faut comprendre le risque qu'ils ont l'impression de prendre à changer et accompagner ces transitions pour vraiment pouvoir prendre en compte le changement. Et ça coexiste, tous ces états coexistent en même temps quand les changements interviennent. Ouais, un petit mot, et pour revenir sur la métaphore que je prenais tout à l'heure, nous, quand on arrive dans une entreprise, ou moi, quand j'arrive dans un contexte, en fait, je vois une photo. Et cette photo, je vois du vert, là, si je prends le trait bleu, je vois du vert, du jaune et du rouge. Et évidemment, on est appelé pour que les rouges deviennent verts. Donc, il faut pousser les rouges. Et nous, on leur dit non, on ne va pas pousser les rouges, on va faire que vous, les verts, vous tiriez les autres. Donc, ce n'est pas aller pousser ceux qui résistent, parce qu'ils vont résister encore plus fort. C'est plutôt que eux en haut, enfin l'énergie verte en haut, tire les autres. Donc c'est intéressant cette notion de photo et de vidéo. J'arrive au milieu d'un film, je n'ai pas vu tout le début de l'histoire. Par contre, je vois ça qui est en train de se passer en ce moment. Comment on agit avec ça. Et on voit que la vision, en tout cas une situation désirée, c'est ce qui va faire qu'on va embarquer les gens et qu'ils vont évoluer. Sans ce discours-là, personne ne va pouvoir amener les gens à se dire « Ok, on y va parce qu'effectivement c'est séduisant et j'ai envie d'y aller ». Pour faire une transition, on aime bien aussi être attentif à l'environnement. Ça sonne. Être attentif à l'environnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a plusieurs strates. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a le dirigeant, il y a le codir, il y a le management, il y a l'opérationnel, mais je vais plus loin. Moi, il y a des partenaires, il y a des sous-traitants, il y a des fournisseurs, etc. Puis il y a des clients, il y a des gens qui utilisent notre produit.
Et en fait, la vision, la stratégie, l'ambition, ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, ben, en fait, il faut le cascader. Alors, j'aime pas forcément cette notion de cascading, mais c'est le mot qui est utilisé dans ce contexte-là. Ben, faut le cascader. Mais ça ne marche pas si je fais que ça. Parce que je cascade, une fois, deux fois, trois fois, etc. Par contre, si j'ajuste pas, si j'écoute pas, et vous avez vu, la flèche, elle part bien de mes clients, elle part pas de mes équipes. Si j'écoute pas et que j'ajuste pas, ben, j'ai pas de boucle, j'ai pas de cycle, je suis en pensée linéaire, hein. Je suis pas en pensée cyclique, je suis pas en pensée circulaire. Donc oui, il faut descendre, oui, il faut expliquer, oui, il faut toujours réexpliquer la vision, pourquoi on fait les choses, etc. Et il faut aussi écouter comment réagit notre environnement. Un exemple très rapide là-dessus, j'ai accompagné le comité de direction d'une TPE à redéfinir une vision et une raison d'être. Et puis, je dis, vous avez la chance de ne pas être nombreux, vous êtes une vingtaine, donc on va faire un séminaire avec tous les collaborateurs pour descendre un peu, et on va leur soumettre, vous allez leur soumettre, et on va voir ce qui est nécessaire d'être ajusté. Et elles m'ont dit, bah non, si on fait ça et qu'ils ne veulent pas y aller, on prend trop de risques. Je dis, ok, mais si vous ne le faites pas et qu'ils ne veulent pas y aller. Ah bah ouais, ok. Bon là, c'est un tableau, voilà, c'est un ingrédient encore une fois, ça vaut ce que ça vaut. Il y a quelques drivers en fait de ce qui va freiner les transitions et de ce qui peut les faciliter. Alors on va pas tous les faire. Je vais en prendre un au hasard. Ouais, je mens, c'est pas vrai, c'est pas au hasard, c'est préparé. Les objectifs figés et rigides, qui est un fort driver de la pensée linéaire, hein. On s'est fixé cet objectif en le 27 février 2028. Il faut qu'on ait produit ces 63 500 jours, on est 200. Et c'est ça qu'on va faire. Et tous les jours du projet, on se rend compte que ça n'arrivera pas, mais l'objectif, lui, ne change pas. Pour aller vers des objectifs plutôt biodégradables et adaptables, ouverts à l'émergence. Donc si dans l'agilité, par exemple, ça va passer par le just-in-time. Ça ne sert à rien qu'on prévoit tout ça et qu'on y passe beaucoup d'énergie dessus, parce que de toute façon, on n'a pas les informations pour savoir si c'est valable ou pas, si on va apporter de la valeur ou pas. Voilà. Ou les valeurs. Par exemple, dans l'agilité, dans les transformations agiles, la valeur de qualité devient prédominante, là où elle était une valeur, enfin, c'était pas une valeur, c'était une variable d'ajustement avant. Donc voilà, c'est ça qu'il faut aussi prendre en compte. En tout cas, ça peut aider de les avoir en conscience. Je te laisse finir. Tu veux que... Ouais, c'est hier, je sais plus, Alyosha qui disait ça. Ça fait toujours bien de citer Einstein. Donc, la folie, c'est de se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Et donc nous, ce qu'on voit aussi, c'est toujours la même recette qui est déguisée. Et après, on s'étonne d'être en retard, de ne pas être rentable avec des clients insatisfaits, une qualité dégradée. Voilà, c'est très très important d'expérimenter et de se dire, est-ce que finalement, on ne refait pas la même chose? Ouais, on est très systémique. Moi, j'avais fait une formation de systémie avec Malarevich qui avait cette phrase que j'adorais parce qu'elle me retournait le cerveau. C'est si je continue à faire ce que je faisais avant, ben, je vais continuer à avoir les résultats que j'avais avant. Et c'est ça, en fait. Si vous voulez qu'il y ait des résultats qui changent, ben, il faut que vous fassiez différemment, mais vraiment. Pas faire semblant de faire différemment. Un petit mot pour finir. Ben, vous avez le Rôti Express, vous avez le QR code. C'est extrêmement important pour nous, les feedbacks. C'est extrêmement important pour nous, les feedbacks. Mais par contre, il faut que ce soit des feedbacks où vous veniez nous voir, qu'on en discute. Parce que des notes, on ne sait pas trop quoi en faire, en fait. Donc, allez sur le QR code. Et tout le monde a le téléphone en silencieux. Et tous ceux qui l'ont fait ne sont pas allés sur Rôti Feedback. Non, c'est important pour nous, c'est une petite blague. C'est une petite blague ou pas. Le feedback, il est extrêmement important, mais il faut arrêter de balancer des mails anonymes, ou il faut arrêter de balancer, enfin des mails anonymes, c'est un contresens, mais ce qui est important, c'est d'aller discuter. Parce que j'ai forcément un point de vue qui est différent de l'autre. J'ai forcément des mots que je vais utiliser qui ne vont pas être compris par l'autre de la même façon, etc., etc. Donc nous, on est là, venez nous voir. Et on sera ravis de discuter avec vous et on vous remercie d'avance Merci beaucoup. de venir. Merci.